J'ai été viré après 11 ans. Nous avons trouvé quelqu'un de moins cher que toi. Alors j'ai fait mes affaires sans dire un mot. 2 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était le vice-président des opérations. Où es-tu? Nous avons une réunion importante. J'ai vu Nolan Pierce me virer avec la même expression calme qu'il utilisait pour examiner les graphiques de coûts de carburant. Nous restructurons le département logistique, a-t-il dit, adossé dans son bureau au mur de verre. Comme s'il annonçait une mise à jour inoffensive d'une politique. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut apporter une nouvelle énergie à l'opération pour environ 60% de votre salaire actuel. Des systèmes modernes, une meilleure efficacité. Vous savez comment ça marche. Je m'appelle Taran Blake. J'avais 47 ans et j'avais passé plus de la moitié de ma vie à prouver que le travail acharné n'importe que lorsque les bonnes personnes sont prêtes à le voir. Nolan était chez Great Lakes Power Network depuis moins de 2 ans. Il avait un diplôme brillant, des chaussures coûteuses, et un talent pour transformer des phrases simples en slogans d'entreprise. Chaque fois qu'il prononçait des mots comme « innovation »,« automatisation » ou « opération prête pour l'avenir », il souriait comme si ces mots seuls pouvaient transporter des marchandises à travers 5 États. Maintenant, il utilisait ce même sourire pour expliquer pourquoi mes 11 années d'expérience étaient soudainement devenues obsolètes. Si vous êtes curieux de savoir comment l'homme qui m'a traité d'obsolète a fini par supplier son propre patron de me contacter en premier, aimez cette vidéo et dites-moi d'où vous écoutez, quelle est la température là-bas aujourd'hui? Parce qu'avant que sa panique ne commence, je dois clarifier ceci. Quand je suis entré pour la première fois chez Great Lakes Power Network, l'endroit était un désastre. Les registres d'inventaire ne correspondaient pas aux entrepôts. Les envois urgents disparaissaient. Les fournisseurs menaçaient de rompre les liens parce que les bons de commande arrivaient en retard, étaient erronés, ou n'arrivaient pas du tout. Le responsable avant moi a tenu 7 mois avant de laisser une note disant que le système était impossible à réparer. J'ai pris le poste parce que j'avais besoin de stabilité. Mon mari, Eric, se remettait d'une mauvaise année en tant qu'entrepreneur. Ma fille, Mara, postulait dans les universités. Mon fils, Owen, était encore assez jeune pour penser que tout irait bien tant que je rentrerais à la maison en souriant. Alors, j'ai travaillé pendant des mois. Je suis resté jusqu'à ce que les lumières du bâtiment s'éteignent section par section. J'ai appris chaque fournisseur, chaque composant fragile, chaque modèle de demande saisonnière, chaque règle de stockage qui pourrait détruire un envoi si elle était ignorée. J'ai construit des systèmes de suivi, redessiné les zones d'entrepôt, réparé les relations avec les fournisseurs, et enseigné aux gens comment détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux. Il a fallu 3 ans avant que le chaos ne se calme. Après cela, tout le monde a trouvé cela facile. Juste une petite note, cette histoire est fictive et créée avec l'aide de l'IA pour la rendre plus engageante, émotionnelle et significative. Mon espoir est qu'au-delà du drame, nous puissions ressentir les leçons ensemble. Nolan Pierce est arrivé 18 mois avant de me virer. Transféré du bureau de stratégie de l'entreprise à Chicago. Avec un CV rempli de mots impressionnants et absolument aucune poussière d'entrepôt sur ses chaussures, il avait 32 ans, peut-être 33. C'était le genre d'homme qui croyait qu'un tableau de bord pouvait tout expliquer si les couleurs étaient agencées de manière suffisamment professionnelle. Dès sa première semaine, il parlait d'optimisation comme s'il avait inventé le concept. Il voulait des rapports d'automatisation, des modèles prédictifs, des résumés hebdomadaires des KPI et des graphiques qui donnaient à notre division un air élégant lors des réunions de direction. Il n'a jamais demandé pourquoi certains fournisseurs nécessitaient des appels téléphoniques personnels au lieu de rappels automatisés. Il n'a jamais demandé pourquoi certains envois devaient être acheminés par des hubs plus petits pendant les tempêtes hivernales, ou pourquoi je gardais un inventaire de secours dans des endroits qui semblaient inefficaces sur le papier mais nous sauvaient.
lors de véritables urgences. Il ne voulait pas comprendre l'opération. Il voulait l'emballer. Chaque mois, il entrait dans mon bureau et disait quelque chose comme « Taran, j'ai besoin de chiffres clairs pour la direction, quelque chose qui montre nos progrès numériques. » Puis je lui donnais les données, lui expliquais ce qu'elles signifiaient réellement, et le regardais en répéter la moitié lors d'une réunion, comme si l'idée venait de lui. Le pire, c'était la facilité avec laquelle il confondait les opérations fluides avec les opérations simples. Lorsque les expéditions partaient à l'heure, il appelait cela de l'automatisation. Lorsque les fournisseurs cessaient de se plaindre, il appelait cela de l'alignement des fournisseurs. Lorsque l'inventaire restait équilibré pendant les pics saisonniers, il appelait cela la maturité du système. Il n'a jamais vu les appels que je passais avant le lever du soleil, les faveurs que j'avais obtenues au fil des années, les catastrophes évitées parce que je savais quels signes avant-coureurs étaient importants. Pour Nolan, je n'étais pas la personne qui maintenait le réseau. J'étais une ligne coûteuse sur une fiche de paie. 18 000 $ par an. C'est ce qu'il voyait quand il me regardait. Pas 11 ans de jugement, pas de relation, pas de reconnaissance de modèles bâtis sur des milliers de décisions, juste un salaire qu'il pensait pouvoir couper et remplacer par quelqu'un de plus jeune, de moins cher et plus facile à impressionner. Nolan a glissé un dossier sur son bureau comme s'il me rendait service. Avant de partir aujourd'hui, prépare un document de transition, a-t-il dit. Rien de trop compliqué. Juste les processus clés, les contacts des fournisseurs, la logique d'acheminement, les règles d'inventaire. Le nouveau collaborateur commence lundi, donc nous avons besoin qu'il soit prêt. J'ai regardé le dossier, puis lui. Lundi, oui, il est très compétent, solide formation technique. Il devrait pouvoir s'y mettre rapidement si tu documentes les choses clairement. C'est là que j'ai compris à quel point Nolan en savait peu. Il croyait vraiment que 11 en pouvait être compressé en un après-midi, imprimé, agrafé et remis à quelqu'un qui n'avait jamais été dans un quai de chargement gelé à 4 heures du matin, alors que 3 fournisseurs, 2 chauffeurs et un concessionnaire furieux attendaient tous une décision. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert un document vierge. Au début, j'ai essayé d'être professionnel. J'ai listé les principaux fournisseurs, leurs délais habituels, quels gestionnaires de compte répondaient après les heures de travail, et lesquels ne répondaient que si vous copiez leurs directeurs régionaux. J'ai noté quels entrepôts pouvaient gérer les pièces sensibles à la température, quels emplacements ne devaient jamais recevoir d'assemblage de freins surdimensionnés, et quels composants saisonniers nécessitaient une rotation avant que la demande n'apparaisse sur les rapports. Puis j'ai commencé les exceptions de routage. Cette section à elle seule aurait pu remplir un classeur. Il y avait des règles qui existaient à cause des tempêtes, des pénuries de chauffeurs, des habitudes des fournisseurs, des réglementations nationales, d'anciennes erreurs, et des schémas que personne ne remarquerait avant d'en avoir souffert. Certaines pièces semblaient identiques dans le système, mais se comportaient complètement différemment dans le monde réel. Certains vendeurs promettaient des dates de livraison qu'ils ne respectaient presque jamais. Certains clients avaient besoin d'avertissements précoces, car une seule expédition manquée pouvait paralyser un département de service entier. À la page 7, j'ai arrêté de taper. Le document était précis mais inutile. Il contenait des faits sans instinct, des noms sans confiance, des instructions sans jugement. Il expliquait quoi faire, mais pas comment savoir quand la situation était sur le point de changer. Nolan voulait un manuel. Ce que j'avais construit n'était pas un manuel. C'était de la mémoire, de la pression, des relations, du timing et de l'expérience. Façonné en un système qui ne semblait simple que parce que j'avais passé des années à faire en sorte que personne ne voie le chaos sous-jacent. Vers 16h30, l'entrepôt avait basculé dans ce rythme de fin de journée que je connaissais.
Mieux que les battements de mon propre cœur. Les chariots élévateurs roulaient entre les zones avec des bips réguliers. Les chauffeurs vérifiaient les manifestes près des quais de chargement. Les radios crépitaient avec de courtes mises à jour de la réception, des départs et du contrôle des stocks. Quelque part près de la baie 6, quelqu'un riait à une blague que je ne pouvais pas entendre. Tout continuait de bouger. C'était la partie cruelle. Le système que j'avais construit ne savait pas que j'avais été viré. Il faisait toujours confiance aux règles que j'avais écrites, aux zones que j'avais conçues, au calendrier des fournisseurs que j'avais réparés, et aux personnes que j'avais formées. Les palettes se déplaçaient là où elles devaient se déplacer. Les camions reculaient au bon moment. Les commandes quittaient le sol avec la confiance tranquille d'une machine que tout le monde supposait fonctionnerait pour toujours. J'ai éteint mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon bureau. Ce n'était pas grand-chose. Un bureau étroit, 2 classeurs, des étagères encombrées de classeurs de fournisseurs, de vieilles cartes de fret, de catalogues de pièces, de listes de contacts d'urgence, et de notes manuscrites. De problèmes résolus il y a des années. 11 ans de ma vie étaient en quelque sorte devenue une boîte en carton. J'ai d'abord emballé ma tasse à café. Elle portait un logo d'entreprise fané d'un pique-nique d'été où Owen avait renversé de la limonade sur mes chaussures. Puis ma veste d'entrepôt, celle que je gardais pour les matins froids à la réception. Une photo encadrée d'Eric, Mara et Owen au lac. Une pile de post-it avec des rappels qui ne m'appartenaient plus. La petite plante de jade sur mon rebord de fenêtre a été la dernière à être emballée, soigneusement enveloppée dans des serviettes en papier parse. Qu'elle avait survécu à trop de mauvaises saisons pour être abandonnée. Maintenant, les gens savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Les nouvelles voyageaient dans un entrepôt plus vite que le fret, mais la plupart gardaient les yeux baissés. Quelques-uns me firent de petits hochements de tête. Une femme de l'inventaire sembla vouloir dire quelque chose, puis l'avala et se retourna vers son écran. Je ne les blâmais pas. Tout le monde avait des factures. Tout le monde avait quelque chose à perdre. Alors j'ai porté ma boîte, passant devant les chariots élévateurs en mouvement, devant les portes de quai bourdonnantes, devant l'opération parfaite qu'ils pensaient pouvoir me remplacer, et je suis parti tranquillement. Si vous pensez que Nolan Pierce a eu raison de me virer après 11 ans et de traiter mon travail comme quelque chose que n'importe qui pouvait remplacer, commenter, juste. Mais si vous estimez que me virer de cette manière a été froid, insouciant, commentez, aucun respect. Je veux savoir de quel côté vous êtes. Je suis resté dans ma voiture pendant près de 20 minutes avant d'entrer. La maison semblait chaleureuse depuis l'allée. Les lumières de la cuisine allumées, les rideaux entr'ouverts. Le genre de soirée ordinaire à laquelle j'avais l'habitude de rentrer sans y penser à 2 fois. Le camion d'Eric était garé près du garage. Et je pouvais voir le sac à dos de Mara posé à côté de la table du couloir à travers la fenêtre avant. Le vélo d'Owen était appuyé contre la balustrade du porche, comme s'il l'avait abandonné. En pleine réflexion. Pendant quelques secondes, j'ai voulu rester dehors et les laisser continuer à croire que tout était normal. Puis j'ai porté la boîte à l'intérieur. Eric était au comptoir de la cuisine, lisant des factures pour un travail de rénovation. Mara était assise à table, avec son ordinateur portable ouvert, des brochures universitaires éparpillées autour d'elle comme de petites promesses. Owen était par terre, ses écouteurs autour du cou, triant une pile de Mediator. Ils levèrent tous les yeux en même temps. Eric a remarqué la boîte en premier, puis mon visage. Taran, a-t-il dit. Lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé la boîte par terre à côté du garde-manger. Mes mains étaient étrangement calmes. J'ai été viré. Aujourd'hui. Personne n'a bougé. Le silence dans cette cuisine était plus lourd que tout ce que Nolan m'avait dit.
Les yeux de Mara sont allés directement vers les brochures universitaires. Owen baissa les yeux sur son Mediator. Eric a fermé le dossier de facture sans terminer la page. Pourquoi, a-t-il demandé. Nolan a dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un de moins cher. Quelqu'un qui pourrait moderniser le département. La mâchoire d'Eric s'est contractée. Après tout ce que tu as construit. J'ai hoché la tête parce que si j'avais essayé de répondre, ma voix aurait pu se briser. Mara s'est levée la première. Elle a fait le tour de la table et m'a serré si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Owen nous a rejoints ensuite, maladroit et silencieux, mais s'accrochant. Puis Eric nous a tous serrés dans ses bras. Personne n'a dit que ce serait facile. Personne n'a prétendu que nous n'avions pas peur. Mais debout. Là, au milieu de ma cuisine, j'ai réalisé quelque chose que Nolan ne m'avait pas enlevé. J'avais encore des gens qui connaissaient ma valeur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, même si je n'avais nulle part où aller. Pendant 11 ans, mon corps avait connu l'emploi du temps avant mon réveil. Vérifier les envois de nuit, examiner le fret retardé, regarder la météo dans la région, appeler les premières équipes si quelque chose semblait aller mal. Cette routine m'avait été gravée si profondément que le chômage ne l'a pas effacée en une nuit. Vers midi, je me suis souvenu de mon déjeuner avec Victor Haye. Victor était le vice-président senior des opérations chez Great Lakes Power Network. Il supervisait plusieurs centres régionaux, des centaines d'employés, et plus de pièces en mouvement que Nolan n'aurait pu comprendre avec 10 tableaux de bord. Victor et moi nous connaissions depuis 6 ans, depuis que j'avais trouvé un fournisseur d'urgence lors d'une fermeture d'entrepôt et sauvé l'entreprise de la perte d'un contrat de concessionnaire majeur. Après cela, il prenait des nouvelles tous les quelques mois, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il respectait les résultats. J'ai failli annuler. Puis, j'ai repensé et je suis quand même allé au restaurant. J'étais à 5 minutes. Quand mon téléphone a sonné. Le nom de Victor a rempli l'écran. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu, « Taran, où es-tu » Sa voix était vive. La revue trimestrielle de la logistique commence dans 20 minutes. Nolan ne cesse de dire que tu n'es pas disponible. Ma prise sur le volant s'est resserrée. Je ne suis pas indisponible, ai-je dit. J'ai été viré hier. Il y eut une pause si longue que je crus que l'appel avait été coupé. Il a fait quoi? Nolan m'a licencié. Il a dit qu'il avait trouvé quelqu'un de moins cher qui pourrait moderniser le département. La voix de Victor est devenue froide. Tu es désignée comme présentatrice pour la performance des fournisseurs, la rotation des stocks, l'efficacité des itinéraires et les rapports de risques régionaux. Personne d'autre n'a jamais présenté cette analyse. Je sais. Les RH ont-elles traité cela? Je ne sais pas. Nolan m'a dit de faire mes affaires et de rédiger des notes de transition. Victor a expiré une fois, contrôlé et en colère. Reste près de ton téléphone. Il a raccroché. 30 minutes plus tard, une femme des RH a appelé pour confirmer exactement ce que Nolan avait dit, si j'avais reçu les papiers de licenciement, et si quelqu'un avait approuvé la résiliation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Nolan ne m'avait pas seulement sous-estimé. Il avait agi seul. 2 heures après l'appel des RH, le nom de Nolan est apparu sur mon téléphone. Je l'ai fixé jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête presque, puis j'ai répondu sans dire bonjour. Taran. Sa voix était tendue, dépouillée de la confiance tranquille qu'il avait affichée la veille. Il y a eu un malentendu. J'ai regardé le parking où je m'étais arrêté après l'appel de Victor. Des gens entraient et sortaient du café avec des sacs à emporter, vivant un vendredi après-midi normal, tandis que toute ma carrière gisait en morceaux autour de moi. Quel genre de malentendu, ai-je demandé. Un problème de procédure, a-t-il dit rapidement.
Votre licenciement n'a pas été correctement aligné avec l'approbation de la direction. Les RH l'examinent. Nous avons besoin que vous reveniez lundi matin. Nous, l'entreprise, a-t-il corrigé les opérations, le département. Qu'est-il arrivé à la personne avec une nouvelle énergie? Une pause. Cette situation est en cours de réévaluation. J'ai failli rire, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Nolan a éclairci sa gorge. La revue trimestrielle de la logistique est toujours prévue. Victor attend une analyse complète des fournisseurs, des projections d'inventaire régional, des données d'efficacité des itinéraires et des notes d'atténuation des risques. Vous avez accès aux modèles historiques. Personne d'autre ne peut préparer ces rapports avec précision d'ici lundi. C'était ça. Pas d'excuses, pas de respect, mais un besoin. Tu m'as viré hier. J'ai pris une décision basée sur des informations incomplètes. Tu m'as dit que j'étais obsolète. J'ai dit que le département avait besoin de modernisation. Tu as dit que quelqu'un pourrait faire mon travail pour 60% de mon salaire. Sa respiration a changé. Taran, écoute. Nous pouvons discuter de la compensation. Nous pouvons discuter des changements de titre, des responsabilités supplémentaires, tout ce qui a du sens. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu reviennes et que tu aides à stabiliser la situation. Pendant 11 ans, j'avais attendu que quelqu'un comme Nolan dise que je comptais. Maintenant, il le disait. Seulement parce que le sol commençait à se dérober sous ses pieds. J'y réfléchirai. Taran, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Non, dis-je doucement. Tu avais besoin de réfléchir hier. Puis j'ai mis fin à l'appel. Le lundi matin. Mon téléphone a commencé à sonner avant 7 heures. Nolan a appelé en premier. Puis de nouveau à 7h15, puis à 7h42. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. En milieu de matinée, les noms ont changé. Des superviseurs de Toledo, des responsables d'inventaire de Grand Rapides, des commis à la réception d'Indianapolis, des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, tous posant des questions qui semblaient anodines jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui se passait si on y répondait mal. Taran, où gardons-nous les kits d'alternateurs à couple élevé pour les concessionnaires du Nord, zone 14 ? Ai-je dit lorsque j'ai finalement décroché. Deuxième rangée climatisée, étiquette jaune, pas verte. Un autre appel est arrivé 20 minutes plus tard. Un fournisseur a envoyé les mauvais assemblages de freins. Nolan dit de rejeter l'intégralité de l'expédition. Non, ai-je dit. Séparer le lot B. Cette partie est correcte. Appelez Denise chez le fournisseur avant midi, sinon ils clôtureront la fenêtre. De retour avant le déjeuner. Je savais exactement ce qui se passait. Le nouvel embauché avait été informé que le travail était un suivi d'inventaire de base. Il n'a tenu qu'une journée. Quelqu'un a dit qu'il était parti après avoir passé 3 heures à chercher dans la mauvaise zone d'entrepôt un envoi qui n'y avait jamais été stocké. L'effondrement n'a pas été dramatique au début. C'était pire que dramatique. C'était constant. Mauvaises pièces expédiées au mauvais concessionnaire. Commande d'urgence retardée. Composants sensibles à la température laisséant. Stockage normal. Les fournisseurs rappelaient en colère parce que personne ne comprenait les accords derrière les calendriers. L'opération ne s'était pas effondrée parce que j'étais parti. Elle s'est effondrée parce que Nolan n'avait jamais compris ce qu'il a maintenait. 3 semaines plus tard, je franchissais les portes de Nordstar Vehicle Supply pour mon 3e entretien. C'était plus petit que Great Lake. Mais pas faible, juste inachevé. Je pouvais le voir immédiatement. L'entrepôt avait du potentiel, mais les voies de réception étaient trop étroites. L'inventaire était regroupé par commodité au lieu de modèle de mouvement, et là.
Communication avec les fournisseurs dépendait trop de la personne qui répondait. Au téléphone ce jour-là. La PDG, Marisol Grant, ne prétendait pas le contraire. Elle m'a rencontré elle-même dans le hall, les manches retroussées, les lunettes de sécurité posées sur la tête. « Je veux que vous voyiez la vraie opération », a-t-elle dit, pas la version polie. Cette phrase m'en a dit plus sur elle que n'importe quelle question d'entretien. Pendant 2 heures, nous avons parcouru le sol. Elle m'a demandé ce que je remarquais. Je lui ai dit la vérité. Le système de routage était réactif. La demande saisonnière n'était pas prévue assez tôt. Certaines pièces nécessitaient de meilleurs contrôles de stockage. Leur relation avec les fournisseurs était encore jeune, ce qui signifiait que la confiance devait être construite délibérément, et non supposée. Marisol a écouté sans m'interrompre. À la fin, elle a dit, c'est pourquoi nous vous voulons. L'offre est arrivée ce soir-là. Directrice de la logistique, 128 000 $ par an, bonus de performance et participation au capital. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas rejeté. Je me sentais choisi. J'ai commencé chez Nordstar 2 semaines plus tard. Marisol ne m'a pas donné un ordinateur portable et n'a pas disparu dans des réunions. Elle m'a fait visiter chaque département, m'a présenté à chaque superviseur, et a posé une question qui est restée avec moi. De quoi as-tu besoin pour construire cela? Exactement. Pas vite, pas bon marché, juste. Exactement. Alors, j'ai pris mon temps. J'ai étudié les produits, les routes, les fournisseurs, les gens. J'ai redessiné les zones d'entrepôt autour du mouvement plutôt que de l'habitude. J'ai créé des rapports d'alerte précoces pour la demande saisonnière. J'ai mis en place des calendriers de suivi des fournisseurs, formé l'équipe de réception à détecter les problèmes avant qu'ils ne se propagent, et documenté les processus d'une manière qui enseignait réellement le jugement, pas seulement les étapes. En 4 mois, les choses ont changé. Les envois sont devenus plus propres, les erreurs d'inventaire ont diminué. Les fournisseurs ont cessé de traiter Nordstar comme un petit compte et ont commencé à nous traiter comme un partenaire sérieux. Puis les appels ont commencé. D'abord Denise du fournisseur de frein, puis Roland de Précision Components, puis 2 autres fournisseurs avec lesquels j'avais travaillé pendant des années chez Gretlach. Ils étaient frustrés par la confusion que Nolan avait laissée derrière lui, et ils voulaient à nouveau de la fiabilité. Je ne les ai pas poursuivis. Je n'avais pas besoin de le faire. Ils sont venus parce que la confiance suit la personne qui l'a gagnée. À la fin de l'année, Nordstar avait obtenu plusieurs accords importants avec des fournisseurs, et Marisol m'a promue directrice régionale de la logistique. J'ai embauché un jeune analyste nommé Caleb Reed pour qu'il se forme sous ma supervision. Il était intelligent, nerveux et avide d'apprendre. Je lui ai enseigné de la manière dont personne ne m'avait jamais permis d'être remplacé. Lentement, honnêtement, avec le contexte, pas seulement quel bouton appuyer. Mais pourquoi les décisions importaient. Des mois plus tard, d'anciens employés de Gretlach m'ont contacté. Certains étaient partis, d'autres voulaient partir. Ils m'ont dit que mon licenciement avait changé la façon dont ils voyaient l'entreprise. Si la loyauté ne signifiait rien là-bas, ils voulaient un endroit meilleur. C'est là que j'ai compris la vraie leçon. Je n'avais pas seulement construit des systèmes logistiques. J'avais construit un standard. Et quand Gretlach a échoué à l'honorer, les gens ont finalement vu la différence entre la gestion et le leadership. Parfois, perdre l'endroit qui refusait de me valoriser était la seule façon de trouver l'endroit qui pouvait enfin le faire. Cette histoire me rappelle que la vraie valeur n'est pas effacée simplement parce que la mauvaise personne la néglige. La première leçon que j'ai apprise est que l'expérience a de la valeur, même lorsque d'autres la qualifient d'obsolète. La deuxième leçon est que la
Loyauté ne devrait jamais signifier accepter le manque de respect. La troisième leçon est que les systèmes peuvent sembler simples uniquement parce que quelqu'un a travaillé assez dur pour cacher le chaos. La quatrième leçon est que le véritable leadership se manifeste par la cohérence, la responsabilité et la façon dont nous traitons les gens lorsque personne ne regarde. La cinquième leçon est que se faire pousser dehors peut devenir le début de quelque chose de mieux. Et vous? Cette histoire vous a-t-elle appris quelque chose pour votre propre vie? Partagez-le dans les commentaires, car votre perspective pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir compris. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre valeur. Bienvenue sur Boardroom Revenge Stories, une chaîne axée sur les conflits au travail, la trahison d'entreprise, les luttes de pouvoir et la justice silencieuse. Nos histoires suivent un flux de travail structuré pour offrir une expérience immersive cohérente. Nous commençons par analyser de vraies discussions sur Reddit, Facebook, Quora et les blogs. Ensuite, nous créons des scripts originaux à l'aide d'outils d'IA comme ChatGPT. Nous utilisons ensuite 11 Lab pour transformer le texte en voix de haute qualité et éditons tout dans CapCut pour une finition cinématographique fluide. Les miniatures sont conçues avec Canva et chaque vidéo est soigneusement examinée avant sa sortie. Ces histoires vont au-delà du divertissement, révélant comment le pouvoir fonctionne réellement et comment la justice se déroule discrètement.